Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous retrouver ce soir. Nous sommes à Arzeu dans la wilaya d'Oran et plus spécialement au niveau de la station de dessalement d'eau de mer construite ou mise en service en 2006. C'est grâce aux ressources non conventionnelles qu'Oran est alimenté en eau potable, la wilaya ne disposant pas de barrages. Le problème de l'eau se pose de plus en plus et avec acuité au niveau mondial et particulièrement dans le sud de la Méditerranée et par conséquent en Algérie. Des efforts immenses et des investissements colossaux ont été réalisés dans notre pays au lendemain de l'indépendance et à nos jours pour lutter contre le stress hydrique et assurer une distribution équitable et durable de cette denrée si rare et si précieuse. La politique du secteur de l'eau adoptée par l'Algérie depuis plusieurs années à travers un investissement, je vous le disais, colossal en infrastructures hydrauliques, plus de 60 milliards de dinars, le dessalement et l'épuration des eaux nous ont permis de nous doter d'une bonne maîtrise des ressources en eau, avec une satisfaction des besoins en eau potable et une irrigation satisfaisante mais encore insuffisante. L'Algérie est tout de même présentée comme un exemple mondial en la matière. Ressources en eau en Algérie 60 ans après l'indépendance entre réalisation et perspective, c'est ce soir. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Madame Lamia Lahtihed, bonsoir. Bonsoir, je vous remercie pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté. Vous êtes chargée des études au niveau du ministère des Ressources en eau et de la sécurité hydrique. Oui, exactement. Merci d'être avec nous. Nous accueillons également Monsieur Lahla Salah, bonsoir. Bonsoir, merci madame pour l'invitation. Merci à vous. Vous êtes l'assistant du directeur central de l'exploitation de l'Office national de l'assainissement. Merci d'être avec nous. Monsieur Zamish Sofiane, bonsoir. Vous êtes le directeur de développement et d'engineering AEC. Merci de nous recevoir chez vous ce soir. Merci à vous et merci pour l'invitation. Je profite de cette occasion juste pour exprimer notre immense plaisir de vous accueillir dans ce merveilleux complexe de production de l'énergie et de l'eau potable, le complexe Kahrama, et qui est considéré comme première station de dessalement d'eau de mer réalisée en Algérie avec une capacité de 80 880. Oui, et d'où notre présence ce soir. Merci à vous de nous accueillir. Madame Mouchar Nadia, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté. Vous êtes directrice des études à l'Agence nationale des barrages et des transferts, l'ANBT. Merci d'être avec nous. Monsieur Mortal Sid Ahmed, vous êtes directeur de la zone d'Oran, l'Algérienne des eaux. Merci d'être avec nous également. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci. Alors avant d'ouvrir le débat aujourd'hui, on va parler donc des principales réalisations, du parcours réalisé dans le secteur de l'eau en Algérie au lendemain de l'indépendance jusqu'à nos jours. Mais d'abord, je vous propose de revenir en images sur les principales réalisations opérées par l'Algérie depuis ces 60 dernières années. Le sujet est réalisé Hasna Zouberi. Le stress hydrique a mené l'Algérie à prendre plusieurs mesures ces dernières années. L'enjeu est d'assurer une bonne alimentation en eau potable à la population du nord au sud du pays. Les derniers conseils des ministres ont mis l'accent sur la réalisation de nouvelles stations de dessalement d'eau de mer. Le littoral de l'Algérie compte aujourd'hui 21 stations de dessalement d'eau de mer réparties sur les 14 wilayas côtières, alors que d'autres sont en construction. Elles fournissent aujourd'hui 17% de l'eau consommée dans le pays et alimentent 6 millions de personnes avec un volume de 2,6 millions de mètres cubes jour. Les wilayas concernés par le dessalement de l'eau de mer sont Chlef, Tlemcen, Béjaïa, Tizi Ouzou, Alger, Skikda, Annaba, Ain Temouchent et Mostaganem. D'autres stations sont également implantées à Oran, At-Tarf et Boumardès, sans oublier la wilaya de Tipaza. Ce programme d'urgence qui concerne la région ouest d'Alger consiste en la rénovation et l'extension des capacités de 4 stations monoblocs de dessalement d'eau de mer, à savoir Palm Beach, Astawali d'une capacité de 7500 m3 jour, et Ain Bnian d'une capacité de 10 000 m3 jour, Zeralda d'une capacité de 10 000 m3 jour, et enfin Bousmaïl d'une capacité de 10 000 m3 jour. La première étape, c'est le captage des eaux brutes, des eaux de mer. Puis on a le pré-traitement, la décantation, la filtration et microfiltration. Puis on a le passage sur les osmoseurs, le traitement final, et puis le pompage vers le réservoir de distribution.
et le stress hydrique se ressent à un degré moindre à l'est du pays. Le mérite revient au barrage de Bni Haroun dans la wilaya de Mila. Il s'agit du plus grand barrage construit depuis l'indépendance à ce jour, avec une capacité de 960 millions de mètres cubes. Il faut savoir que l'Algérie compte à fin 2021 80 barrages au moment où 5 autres sont en cours de réalisation. Et pour compenser les déficits enregistrés dans les réserves en eau superficielle, notamment celles des barrages, le gouvernement a opté pour l'épuration des eaux usées. Ces infrastructures destinées à l'irrigation agricole font de l'Algérie le premier pays d'Afrique en la matière. Depuis le début des années 2000, l'Algérie a concentré des efforts et des investissements considérables en matière d'assainissement et d'épuration des eaux usées, dans l'objectif de la préservation de la santé publique et la protection de l'environnement. Donc cela, ça s'est traduit par l'existence aujourd'hui de quelques 200 stations d'épuration d'une capacité installée de l'ordre de 17 millions équivalents habitants, soit un volume global à traiter de l'ordre de 1 milliard de mètres cubes an. Ici, dans la wilaya de Blida, se trouvent 2 importantes stations d'épuration des eaux usées. La première se situe dans la commune de Bni Chaben à Boufarik, alors que la seconde se trouve à Bni Mered. C'est une station qui s'étend sur 6 hectares. Sur 6 hectares de capacité de 375 000 équivalents habitants. C'est un débit nominal de 60 000 mètres cubes jour. Le procédé qu'on utilise, c'est le procédé à bout activé. C'est une station qui est située au cœur même de la Mitidja. C'est une station qui dispose d'un potentiel de réutilisation des eaux usées pour 3 000 hectares. La station d'épuration des eaux usées de Beraki n'est pas en reste. Elle est l'une des plus grandes stations d'épuration du pays, comme nous l'explique ce responsable. La station d'épuration de Beraki a été conçue dans les années 80. La première tranche qui traite 150 000 m3 jour est opérationnelle depuis des années. Et la deuxième tranche qui a été réalisée justement pour assurer le traitement de la totalité des eaux usées venant du bassin versant centre de la ville d'Alger est conçue entre 2012 et 2015. Elle est en service depuis 2015. La nouveauté, c'est que la deuxième tranche est équipée d'un système de filtration et de désinfection des eaux usées par ultraviolet afin de réutiliser ces eaux usées dans le domaine agricole et dans le domaine industriel. Au sud du pays, on retrouve un des plus grands projets réalisés ces dernières décennies, celui du transfert d'eau potable d'Insalah à Tamanrasset, sur une distance de 750 km. Ce méga-projet vient étancher la soif de quelques 97 000 habitants de la capitale de la Hagar et de milliers de citoyens habitant les localités environnantes. 35% en 1962 montre bien aujourd'hui la réalité de la discrimination et la particularité, la précarité dans laquelle se trouvaient les Algériens pour l'accès à l'eau. Madame Lertihet. Tout à fait, c'était après l'indépendance. D'ailleurs, pour un rappel historique, le départ déjà, le peu d'ouvrages qui a été réalisé, les barrages pour l'irrigation et les eaux souterraines pour l'approvisionnement en eau potable, plus particulièrement des villes où se localisait la population européenne. La population algérienne qui était pratiquement la majeure partie vivait dans les zones rurales, donc n'avait pas d'accès à l'eau potable. Et là, juste après l'indépendance, donc c'était un challenge. Donc il fallait, d'ailleurs, après le départ des techniciens et des ingénieurs européens, que les agents qui étaient sur place, là, ils essayaient de maintenir en exploitation et le service au niveau pendant cette période, en 1963. Et pendant la même période, donc la nouvelle République algérienne, donc ils ont décidé de former des ingénieurs à l'étranger. Oui. Et dès leur retour, donc ils ont pris les choses en main. Il y a eu quelques petits projets
pour mettre en place un vrai service public en continu et une équité dans la distribution d'eau potable, il fallait lancer des grandes études et il fallait aussi commencer par la reconnaissance de la ressource en eau existante en Algérie. Absolument. Et puis après, donc, il y a eu... on va développer tout cela. Voilà. On va rester d'abord sur cette année 62. Voilà. Le challenge était énorme. Au niveau de aujourd'hui, au lendemain de l'indépendance, donc il y avait très peu de ressources. Comme vous le disiez, les zones rurales n'étaient pas raccordées à l'eau. Donc il a fallu d'abord, en premier défi, c'est qu'il y ait une distribution équitable à toute la population algérienne. Bien sûr, c'est-à-dire on peut présenter quelques critères pour la distribution de l'eau. Par exemple, en 1962, les gens, 35% était le taux de raccordement. À partir des années 2000, le taux il est passé à 78%. L'année 2020, on est à 98%. Donc la majorité de la population elle est raccordée au réseau d'AOP. Oui. Donc les pouvoirs publics, ils ont investi énormément pour que 80% sont raccordés au réseau et ils reçoivent de l'eau à partir de leur robinet. Oui, mais le défi était grand, comme je le disais. Il a fallu former des techniciens, il a fallu former des ingénieurs pour pouvoir justement répondre aux besoins de la population. Et aussi, il fallait aussi trouver la forme administrative institutionnelle aussi, c'est important, institutionnelle, qui va gérer cette ressource. Il a fallu unifier tout cela. Et d'abord, il a fallu inventorier nos besoins. Nous n'avions que 14 barrages, Madame Moucha, vous confirmez. À l'indépendance, on a hérité de 14 barrages avec une capacité de stockage mobilisée de près de 500 millions de mètres cubes. Bien sûr, au lendemain de l'indépendance, il y avait aussi 3 barrages qui étaient en réalisation, qu'on a pu mettre en service bien après. Aujourd'hui, on se retrouve avec 80 barrages en exploitation et 5 d'autres seront mis en service d'ici 2024. Le premier barrage, bien sûr, construit par à 100% algérien, qui a démarré en 65 mais en service en 69. C'était le grand barrage Djof Torba dans la wilaya de Béchar avec 260 millions de capacité de stockage. Oui, bien sûr. Oui, les 14 barrages étaient alimentés uniquement le secteur de l'agriculture à l'époque. Oui, exclusivement pour l'agriculture, répartie d'ailleurs dans la partie nord, de l'est, on avait au centre et à l'ouest. Bien sûr, sans oublier, il y avait des petits barrages aussi de retenue collinaire pour l'agriculture, la petite et moyenne hydraulique. Oui, donc 60 ans après, plus de 70 barrages ont été construits en Algérie. Oui. Il y avait une station d'épuration quand même, Monsieur Lahleh. Oui, c'est-à-dire ce qu'on peut dire aujourd'hui, après 60 ans de l'indépendance, c'est que l'Algérie a su relever un défi extraordinaire. Pourquoi on dit ça? Parce qu'au vu de la situation irritée du colonialisme, pratiquement, on peut dire qu'il n'y avait absolument rien. Donc, si je parle un peu de l'assainissement, organisme que je représente, à l'aube de l'indépendance, il n'y avait qu'une seule station d'opération dans la wilaya de Ain Timouchent. C'était un lit bactérien qui a été hérité de l'époque coloniale et qui ne fonctionnait pas bien correctement. Donc, ce qui a poussé donc, les autorités algériennes à déclasser ces stations. Et après 60 ans, on se retrouve avec un parc impressionnant de 200 stations d'opération. Oui. Donc, vous imaginez un peu le parcours, l'ampleur des efforts et des investissements consentis par les pouvoirs publics pour arriver à la situation actuelle. Et on cite les STEP, il y a d'autres indicateurs qui témoignent de ces efforts. Si on parle par exemple, il y a un indicateur qui est le plus fréquemment utilisé, c'est le taux de raccordement au réseau d'assainissement. Oui. À l'aube de l'indépendance en 62, il n'y avait que 20% de la population qui avait accès à l'assainissement. Donc si on compte 9 millions d'habitants algériens, il y avait pratiquement moins de 2 millions d'habitants qui étaient raccordés au réseau d'assainissement. Aujourd'hui, on se retrouve à 94% de taux de raccordement et 100% dans les régions urbaines. Donc il y a de grands efforts qui ont été faits
dans la réalisation des systèmes d'assainissement, des stations d'épuration et même dans la lutte contre les inondations. Et permettez-moi de vous dire, après 60 ans d'indépendance, aujourd'hui, il y a des maladies, par exemple la transmission hydrique, qu'on ne trouve plus dans notre pays. C'était d'abord une question de santé publique. Donc il y a une évolution, un rythme, j'allais dire, exponentiel qui a permis d'arriver à une situation, pas pour ne se dévoiler, cacher, il y a peut-être des aspects négatifs. Nous sommes un pays à stress hydrique, on ne peut pas l'oublier, mais il y a eu des efforts consentis dans ce domaine. Absolument, mais il y avait des aléas, il y avait des conjonctures économiques, il y avait un aléa climatique, donc de changement climatique. Mais ces dernières années, on commence à s'adapter à toutes ces nouvelles donnes pour amorcer un petit peu le progrès et arriver à un meilleur niveau. Merci. Alors, vous le disiez tout à l'heure, au cours de cette période, les services de l'administration de l'hydraulique se sont étoffés et développés dans toutes les régions, grâce notamment à l'arrivée de nombreux ingénieurs qui ont été formés à l'étranger. Il fallait aujourd'hui unifier la gestion du secteur de l'eau. Oui, tout à fait. Donc, juste après l'indépendance, la première action, c'était de rattacher le sous-secteur hydraulique au ministère de la Reconstitution et des Travaux publics et de transport. Et là, c'était entre 1963 et 70. Et puis, il y avait deux grandes périodes, parce qu'il y avait plusieurs étapes, entre 70 et 80. Pourquoi? Parce que la première pénurie qu'a vécu l'Algérie, c'était en 1970. Et puis, il y avait en 1980. Et puis, la dernière, que vous le savez, c'était la fin des années 90, début 2000. Donc, à chaque situation, il y avait, comment dirais-je, une recherche d'un modèle institutionnel de réorganisation de cette gestion et unifier et rattacher tous les services sous un même secteur ressources en eau. Et de là qu'a commencé comment dirais-je, les grands efforts qui ont été bien avant consentis en matière d'études, à mettre en place aussi les grandes infrastructures de base qui sont importantes. Donc la mise en place de ces grandes infrastructures de base qui a pu un petit peu aider le secteur en ce moment à aller à l'avant et comment dirais-je, une politique. Voilà, géopolitique, pas tout l'espace, parce que l'Algérie du nord au sud, quand même, c'est pas facile avec le relief, avec l'éloignement surtout au sud. Donc, il y a une inégalité dans la distribution. Donc, je peux dire les 20 dernières années, donc il y a eu un grand effort qui a été consenti et grâce à l'embellissement financier aussi. Donc, je peux dire 60 milliards de dollars pratiquement investis pour arriver à cette situation actuelle en matière d'infrastructures existantes, de barrages, de systèmes de transfert, de grands transferts, de l'épuration et même de dessalement. Si je reviens aux ressources non conventionnelles, les ressources non conventionnelles, on peut dire après l'indépendance, on avait 2 stations de déminéralisation au niveau de Borma à Ouargla et une à Bredia ici à Oran. C'était de petites stations. Mais peu après, il y avait à chaque situation une petite station de dessalement, mais le plus grand nombre de stations et des grandes capacités, ça a été réalisé à partir des années 2000. Oui, alors le dessalement, j'en viens avec vous, Monsieur Zemich, c'est un peu votre créneau ce soir. Les eaux non conventionnelles, c'est aujourd'hui la solution pour nous, pays algériens, pour lutter contre le stress hydrique et pour pouvoir répondre à la demande. Comme nous sommes ici à Arzeu, Oran, c'est cette station qui permet d'alimenter aujourd'hui la wilaya d'Oran qui souffre d'un fort stress hydrique. Tout à fait, suite au stress hydrique qui a frappé l'Algérie fin des années 90, il a été décidé d'aller vers une autre alternative de production de l'eau potable et l'alimentation de la population, qui est le réseau non conventionnel à travers la réalisation des stations de dessalement d'eau de mer. Le premier programme qui a été initié par l'État, c'était le programme de réalisation de 11 stations de dessalement d'eau de mer, totalisant une capacité de 2,1 millions de mètres cubes jour, étalé sur le littoral algérien. Par la suite, ce programme a été renforcé en 2021 par la réalisation de 3 nouvelles stations au niveau de Bateau Cassé, El Marsa et Koursou,
avec des capacités de 10 000, 60 000 et 80 000 mètres cubes jour respectivement. Et le dernier programme qu'on est en train de réaliser actuellement, c'est le programme de 5 nouvelles mégastations de 300 000 mètres cubes jour, totalisant une capacité de 1,5 million de mètres cubes par jour, qu'on est en train de lancer les études afférentes, donc les études d'avant-projet maritimes, géotechniques, à l'effet de concrétiser ce programme et atteindre les 40% d'alimentation en eau potable par le réseau non conventionnel d'ici fin 2024 et même atteindre les 60% d'alimentation de ce réseau. Nous sommes à 17%, 20% aujourd'hui de l'alimentation. On est à 17% actuellement. Oui. Avec la réalisation des 5 nouvelles SDM, on sera à 40% de la capacité totale produite en eau potable avec le réseau non conventionnel et on vise à atteindre les 60% de ce réseau d'ici fin 2030, Inch'Allah, avec les efforts des parties prenantes et les instances concernées. Voilà. Alors on le sait, vous l'avez dit, l'Algérie a connu des sécheresses récurrentes et par voie de conséquence une dégradation progressive des ressources en eau. Le pays a subi durant les années 70-80 une aggravation des phénomènes de désertification, salinisation des sols, pollution des eaux superficielles, ce qui a entraîné quand même des répercussions préoccupantes sur de nombreuses activités socio-économiques. Mais parallèlement, l'État algérien a toujours tenté d'investir, selon la situation bien sûr, avec l'augmentation notamment de la mobilisation des eaux superficielles. Justement, pour ce qui concerne les eaux superficielles, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours des études qui sont en train de se faire pour augmenter le parc de barrages. Nous avons encore des sites possibles d'accueillir des barrages. On en a actuellement près de 30 études finalisées, prêtes à être lancées. D'ailleurs, le plan d'action du secteur des ressources en eau et de la sécurité hydrique, on prévoit d'ici 2030 avoir 95 barrages avec 9 milliards et demi de capacité de stockage. C'est-à-dire on continue toujours. En plus de ce qui est de la construction des barrages, on investit aussi dans les transferts, les grands transferts. D'ailleurs, on a actuellement 6 grands transferts d'eau superficielle, aussi pour lutter et pour la sécurité de la ressource en eau. Il y a un programme d'interconnexion des barrages à travers des conduites. Oui. Et sans oublier aussi, il y a la construction des petits ouvrages de mobilisation. On en compte aujourd'hui plus de 500 petits barrages et retenues collinaires. Oui. Alors, Monsieur Mortal, aujourd'hui, si vous pouviez nous parler aujourd'hui, l'important c'était d'inventorier d'abord donc tous nos sites qui existaient, connaître nos faiblesses, nos points forts, investir. Il a été difficile après de pouvoir raccorder tout le monde au réseau d'alimentation en eau potable. Parlez-nous un peu des investissements qui ont dû être faits dans ce domaine et aussi pour la qualité de l'eau. Bien sûr, effectivement, ça de tous ces investissements. Donc, il nécessite une prise en charge du point de vue exploitation. Oui. Et même ces investissements, ils doivent être bien entretenus, etc., pour assurer leur production maximale. Effectivement, à partir de 2001, suivant des réformes structurelles qui ont passé à partir de 1962 jusqu'à actuellement, nous avons une étape déterminante dans ce cycle. C'est à partir de l'année 2001 où l'État algérien a décidé de créer 2 entreprises qui font l'exploitation et la prise en charge du service public de façon générale, soit eau potable ou bien assainissement. Donc il a été décidé de la création de l'Algérien des eaux comme entreprise nationale chargée du service public de façon générale d'eau potable, et en parallèle l'Office national d'assainissement qui va gérer la partie assainissement. Oui. Effectivement, maintenant l'ADE, c'est-à-dire l'Algérien des eaux, elle assure la production et la distribution de l'eau potable. Donc elle gère
c'est-à-dire à partir 1011 APC, c'est-à-dire communes, de 1500 à partir de 1541 que compte l'Algérie, le pays. Donc sur les 1011, donc nous avons 59 communes vont en gros et 123 APC ou bien communes sont gérées par filiales de l'ADE. C'est les SPA, les 3 SPA, Seyal, Seyor à Oran, Seyal à Alger et Seyako à Constantine. Donc, et les 348 qui restent sont gérés à partir des collectivités locales, les APC. Donc, le PAC de l'ADE, ces infrastructures, donc elles gèrent plus de 3004 forages et puits. Les stations de traitement, ils sont dans nombre, c'est-à-dire 104 stations de traitement. Les stations de déminéralisation sont dans monobloc de petite capacité, donc 7 stations. Et les stations de déminéralisation, 24 stations. Et les stations pour le lavement de fer, ils sont de nombre de 2. Et elles gèrent un parc de réservoirs et de stockage de 8007 réservoirs d'une capacité globale de 722 millions de mètres cubes et un réseau qui est très, très large de 86 500 km. Merci. Donc on voit tout le développement et tout le déploiement que ça a nécessité pour arriver à ce que nous en sommes aujourd'hui. Pour rester un petit peu dans l'historique, en 1995 et en 2005, il y a eu des réformes dans le secteur de l'eau qui a repensé la mobilisation, la gestion et l'utilisation des ressources en eau en prenant en compte 3 paramètres, Madame Lahtihat, cadre réglementaire, gestion intégrée. C'est là qu'on a pensé à cela à ce moment-là, et la tarification bien sûr et l'efficience. Oui, tout à fait. Donc, il y avait, mis à part l'aspect institutionnel et la formation aussi, surtout. Donc, il y avait aussi l'aspect là du savoir-faire et comment le faire par rapport à la disponibilité de la ressource dans notre pays. Donc, si je fais un autre rappel historique. Donc, il y avait 2 grands axes, 2 grandes périodes pour un petit peu décider sur un seul secteur des ressources qui s'occupe des ressources en eau en les années 2000. Mais bien avant d'arriver à cela, en 1992, l'Algérie a signé la convention cadre liée au changement climatique. La convention cadre élaborée par les Nations Unies où on était engagé pour un petit peu cette année-là, pour un petit peu tout ce qui va être réalisé dans le sens de développement durable et de protection de l'environnement. Donc en 92, donc en 93, il a été décidé de lancer le plan national de l'eau en Algérie, le premier plan national de l'eau en Algérie. Et en 95, il y a eu les assises de l'eau. Donc les assises de l'eau qui ont pu un petit peu une concertation régionale, qui ont donné une idée sur les difficultés pour chaque région spécifique en Algérie, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et là, en 95, il y a eu la création des agences de bassins hydrographiques. C'est là où il y a eu la modification du code de l'eau qui a été réalisé en 1983. Donc en 1996, il y a eu le nouveau code des eaux qui donne l'aspect de gestion rationnelle et de l'eau et avec une concertation par bassin versant. Parce qu'on doit suivre le cycle de l'eau. Et là, ça a déclenché la réalisation en masse des infrastructures des zones non conventionnelles. Les zones non conventionnelles, pas uniquement le dessalement de l'eau de mer pour l'eau potable. Il y a aussi la réutilisation des eaux épurées et même la recharge artificielle. Et si je rejoins mon collègue tout à l'heure pour la qualité de l'eau, l'amélioration de la qualité de l'eau par déminéralisation, c'est aussi coûteux au niveau des hauts plateaux et sud. C'est le même système d'osmose inverse, le même système de dessalement de l'eau de mer. Merci. Alors, l'Algérie, je le rappelle quand même, parce que vous me le disiez tout à l'heure en off, on pense que l'eau nous vient dans le robinet, que
que ça vient facilement, sans investissement. Le citoyen n'a pas conscience de tous les investissements qu'il y a eu derrière, de tous les efforts qu'il y a eu derrière. Alors l'Algérie a un potentiel hydrique global mobilisable ne dépassant pas les 12,3 milliards de mètres cubes pour les eaux superficielles, ce qui offre un volume annuel de 280 mètres cubes. Vous me corrigez si les chiffres ne sont pas justes, par habitant et par an, ce qui reste en deçà du seuil aujourd'hui mondial. On comprend par là le stress hydrique fort que vit l'Algérie et d'où l'importance d'utiliser toutes les ressources que nous avons, Monsieur Lahlah. Oui, aujourd'hui, le constat qu'on doit faire, c'est que les besoins en eau vont augmenter de plus en plus. Et la ressource en eau, elle est rare et elle devient de plus en plus vulnérable. Et si on parle de vulnérabilité, la ressource en eau, elle est vulnérable sur le plan qualité et sur le plan quantité. Oui. Sur le plan quantité, la planète Terre vit des changements climatiques qui ont eu des répercussions sur tous les pays de la planète, pas uniquement l'Algérie. Et donc les ressources en eau conventionnelles se sont réduites. Et sur le plan qualitatif, bien sûr, il y a le progrès industriel et toutes les activités. Une maîtrise de la technologie également, on va en parler aussi pour le qui engendre donc et pour l'épuration. Absolument, qui engendre la population. Donc devant cet état des faits, aujourd'hui, il faudra dire que le recours à d'autres alternatives devient indispensable. Aujourd'hui, le recours aux ressources non conventionnelles, ce n'est plus un choix, c'est devenu une nécessité. Oui. Le dessalement, mes collègues peut-être en parleront plus, mais pour la réutilisation des eaux usées épurées, je crois qu'avec le parc de stations d'épuration que nous avons 200 stations d'épuration que nous disposons aujourd'hui, qui est en nombre de 200 stations, ces stations d'épuration peuvent présenter un potentiel intéressant à valoriser, pas uniquement en agriculture, parce que si on parle de l'utilisation, il y a d'autres usages, il y a l'usage industriel, il y a l'usage municipal, le nettoyage des villes, l'arrosage des espaces verts, les incendies, la lutte contre les incendies, etc. Donc il y a vraiment nous traitons combien aujourd'hui en volume d'eau à travers ces stations? Aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est que sur les 500 millions de mètres cubes qu'on épure, malheureusement, on n'utilise que 10%. Oui. Il y a un volume de 50 millions de mètres cubes qui est utilisé. Ça peut peut-être s'expliquer que par l'absence avant d'un cadre réglementaire, mais aujourd'hui, Dieu comme merci. Pour l'agriculture, il y a un cadre réglementaire. Voilà. L'arboriculture peut être concernée, mais pas toutes les... c'est-à-dire avant toutes les cultures. Avant il y avait le cadre réglementaire qui n'existait pas. Il y avait une prise de conscience par le secteur de l'eau qui avait mis en place le cadre réglementaire. Donc maintenant, les choses, espérons-le, vont s'améliorer. Il y a des réalisations. Nous avons le périmètre de Hnaya à Tlemcen qui est alimenté par la steppe de Tlemcen. Nous avons ici à Oran le périmètre de Mleta qui est alimenté donc par la steppe de Kerma. Il faudra aussi ajouter que cette lenteur dans l'amélioration de ce volet est aussi peut-être due au fait que dans le passé, lorsqu'on réalisait des stations d'épuration, la vision était strictement environnementale, santé publique, dans un souci de protection de l'environnement. Il n'y avait pas cette notion de réutilisation. Mais maintenant, on commence à se rendre compte qu'il faudra s'orienter dans cette démarche. Et pour preuve, actuellement, nous avons environ 45 stations d'épuration en cours de réalisation et environ 20 pour lesquelles nous envisageons de réaliser des traitements tertiaires. Un traitement tertiaire, c'est quoi? C'est un traitement qui permet d'aboutir à une eau épurée qui peut être utilisée à tous les types de cultures. Dans certains pays, elle est même traitée à un point où on peut même l'utiliser comme eau potable, comme pour la consommation. On arrivera Inch'Allah un jour, mais aujourd'hui, le niveau de traitement qui existe au niveau de la majorité de nos steppes ne permet pas une irrigation non restrictive. Mais avec l'installation des traitements tertiaires, on va en venir sur les projections et les traitements des tertiaires, c'est-à-dire qu'une meilleure épuration des eaux usées qui permettront d'élargir un peu leur réutilisation. Pour le dessalement de mer, nous avons 11 stations, nous avons 5 en cours de réalisation. Il a fallu une maîtrise de la technologie. Aujourd'hui,
on a quand même cette maîtrise. Nous pouvons être fiers d'avoir acquis cette maîtrise. Nous pouvons même, pourquoi pas, investir d'autres pays africains et faire partager notre expérience, même pour l'épuration des eaux usées, Monsieur Zimbich. Tout à fait, par rapport à la maîtrise de technologie. Donc, AEC, elle a déjà fêté ses 20 ans d'expérience dans le dessalement d'eau de mer. Donc, elle a été créée en 2001 pour promouvoir les projets d'envergure, notamment les projets de dessalement d'eau de mer. Oui. Le montage initial des projets, c'était le BOT. Donc, c'était des partenariats avec des partenaires étrangers, des firmes internationales qui maîtrisent cette technologie de dessalement d'eau de mer et qui détiennent ce savoir-faire. Par la suite, la nouvelle stratégie de AEC est penchée vers un autre montage qui est le montage EPC. Donc, c'est des réalisations là où AEC est le maître d'ouvrage dans cette chaîne de production. Donc, AEC, à partir des 11 stations de dessalement d'eau de mer et en entamant les 3 stations du programme d'urgence avec les 5 mégastations, est devenu le maître d'ouvrage dans ces réalisations. Donc, il suffit juste de choisir un constructeur et un fournisseur des équipements pour entamer la réalisation des projets et la mise en service de ces dernières à l'effet de produire de l'eau potable. Ouais. Donc, alhamdoulilah, actuellement, nous avons déjà quand même une capacité de jeunes Algériens, des universitaires algériens qui œuvrent pour AEC et qui développent cette activité donc in-house. On n'a pas besoin de la main-d'œuvre étrangère. Donc, alhamdoulilah, on pense même, on est en train de réfléchir, de commencer la fabrication des membranes, même des équipements critiques et de grande importance ici en Algérie via des partenariats à concrétiser avec des technologues. Oui. Donc, le savoir-faire est lié. On est en train d'œuvrer pour avoir une acquisition à 100% de cette technologie ici en Algérie. Alors, c'est un des principaux acquis, un principal acquis aujourd'hui que de maîtriser la technologie, c'est très important. Pour passer au barrage aujourd'hui, aux eaux superficielles, il faut aussi beaucoup de maintenance derrière, il faut aussi penser aux opérations de dévasement des barrages qui coûtent excessivement cher. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça un petit peu qui fait que les capacités de stockage ne sont pas à point ? Pour l'envasement, bien sûr, l'envasement c'est un phénomène naturel, on ne peut pas y échapper. Vu la situation géographique de notre pays avec les changements, c'est-à-dire les années de sécheresse qui se succèdent, en plus le phénomène de désertification, comme vous savez tous que 86% de l'Algérie, c'est une zone aride, désertique, plutôt désertique qu'aride. Donc, l'envasement des barrages, aujourd'hui on est à 15% d'envasement au niveau des 80 barrages. Vous savez bien qu'on a plus de 17 barrages qui ont un âge supérieur à 50 ans. En plus, on a aussi 2 barrages qui dépassent les 100 années d'existence. On continue toujours à lutter contre ce phénomène par des opérations curatives, c'est-à-dire avec tout ce qui est reboisement, curage et vidange. Quand on peut, bien sûr, vous savez, ces dernières années, depuis 2016, on n'a pas eu beaucoup d'apports. Donc, les chasses d'eau par la vidange de fond, elles sont vraiment rares. Donc tout ce qui est, on est sur des opérations de dévasement curatif. On a, depuis l'indépendance, il y a eu 4 campagnes en 88, 2014, 2016. On en est actuellement sur une nouvelle opération pour 10 barrages pour pouvoir récupérer 45 millions de capacité. Oui. C'est pas suffisant, mais on essaie toujours cela coûte excessivement cher. Il faut rappeler que c'est des opérations qui demandent d'un lourd financement derrière. Pour un mètre cube d'eau, un mètre cube de vase extrait d'un barrage, il faut 3 fois plus d'eau. Aussi, il y a un autre problème qui se pose, c'est l'absence des zones de rejet de cette vase. Il y a un manque vraiment de zones de rejet, donc c'est pas une opération qui est très simple.
Oui, monsieur Lahlah. Non, et pour aller dans le même ordre d'idée, c'est que l'État algérien a décidé de relancer le barrage vert. Oui. Donc ça peut constituer, bon, c'est une décision salutaire. Pourquoi? Parce que ça peut contribuer donc à la lutte contre la diversification. Ça va constituer une ceinture de protection. Ça va toucher peut-être une dizaine ou bien une douzaine de wilayas du plateau. Donc ça va réduire un peu l'érosion et l'envasement des barrages. Parce que l'envasement d'un barrage, il ne s'agit pas d'une mesure ponctuelle au niveau du barrage, mais c'est l'aménagement d'un ensemble d'un bassin versant à l'amont qui peut constituer donc une solution. On va parler aussi à travers les barrages. On sait que l'eau est répartie inéquitablement sur toute la région. Donc on a créé cette politique de solidarité aujourd'hui en créant les transferts comme pour la wilaya d'Oran par exemple. Par exemple pour la wilaya d'Oran, Oran allait alimenter à partir pratiquement de 3 barrages le système de transfert MAO, Moussagalem Arze Oran, constitué de 2 barrages, Chilif et Kerada, qui transfèrent vers Oran près de 150 millions de mètres cubes par an, en moyenne bien sûr. Et on a aussi dans la partie ouest, on a le système Tafna, constitué de barrages Bni Behdel Tlemcen, barrage Sekak et barrage Bourala. Pratiquement, il y a 5 barrages qui alimentent, qui peuvent alimenter Oran en cas de nécessité. La région ouest reste difficile aujourd'hui à alimenter en eau potable, Monsieur Mortar. Oui, effectivement, dans le même cadre d'idée, effectivement, l'État a beaucoup investi dans la mobilisation de l'eau et a transféré ces eaux sur des longues distances. Par exemple, si on va prendre où nous sommes, la wilaya d'Oran. La wilaya d'Oran, donc, elle a bénéficié de l'alimentation à partir, elle n'a pas de ressources locales, elle est faible, donc la potentialité elle est faible de ressources locales, donc l'État a pensé pour sauver ces villes-là à transférer des eaux sur des longues distances, comme l'a dit Madame Rochard pour ces transferts. Donc la wilaya d'Oran allait alimenter à partir de l'Est d'un transfert qu'on appelle le MAO. C'est le transfert comme c'est un projet c'est-à-dire assez important. Donc il transfère à peu près de 540 000 m3 jour. Et nous avons aussi le transfert de Gagarak. C'est-à-dire dans le temps qu'on appelle le TGO, qui transfère de l'eau à partir de barrage Gaga qui se trouve dans la wilaya de Ridizen, c'est-à-dire de Chilif plus exactement. Et à partir de l'ouest, nous avons le transfert de Bni Behdel qui date depuis 1952. C'est un transfert sur une distance de 160 km. Et nous avons l'autre transfert qui est en parallèle plus ou moins. C'est le transfert du Tefna qui prend de l'eau à partir du Oued Tefna et aussi à partir de maintenant on l'utilise pour transférer les eaux de la station de Châtel-Hilal de l'Asdem. Tous ces systèmes sont interconnectés de telle sorte pour assurer et sécuriser l'AOP de l'agglomération, bien de la population qui est desservie. Oui, Madame Lahlah. Dans la continuité de pour la même idée, pour la wilaya d'Oran, donc il y a les systèmes de transfert qui sont mis en place. De ce que je disais tout à l'heure, les infrastructures de base. Et c'est là, ces systèmes resteront toujours fragiles, d'où la nécessité d'avoir une ressource pérenne qui est le dessalement. Donc pour l'actuel, pour le système MAO, il y a aussi le renforcement par la station de dessalement de Makta, de 500 000 m3 jour. Et au futur, on aura une autre station de dessalement qui va renforcer le système de Tafna. Et c'est celle de Cap Blanc qui va avoir une capacité de 300 000 m3 jour. C'est une des stations qui est inscrite dans le programme 2021-2024 du programme actuellement qui est en cours de lancement. Est-ce qu'on peut dire avec toutes les eaux mobilisées pour les eaux non conventionnelles et conventionnelles, avec une bonne gestion, on arriverait à répondre aux besoins aujourd'hui de la population algérienne ? Oui, si vous permettez, donc on pourra, mais avec une rationalisation de la consommation. Et là, comme vous disiez tout à l'heure, la dotation par région, elle dépassait les 150 000, on a 200, 280. Au sud, on a 400.
quand même 400 litres jour par habitant, c'est trop, c'est énorme. Dans les pays développés, il y a certains pays qui sont dans la même situation que l'Algérie. C'est seuls les pays qui sont dans le même bassin méditerranéen, le nord du bassin méditerranéen. Donc, il y a certains pays à 90 litres jour habitant, il y a 100 litres. Maintenant, on essaie dans la nouvelle perspective et stratégie de 2030 à ne plus répondre aux besoins, juste donner, c'est l'offre, mais maintenant c'est à fixer et avoir juste la demande qu'il faut selon les besoins à 150 litres jour habitant. Madame Houchard, oui, elle voulait intervenir et je vous donnerai la parole. Oui, ce qu'on a réalisé jusqu'à présent, en principe, c'est une projection, c'est un plan d'action, c'est une stratégie. Ça suffira largement pour l'alimentation en eau potable ainsi que pour l'industrie. Il y a aussi l'irrigation, on ne doit pas l'oublier. Absolument, c'est l'agriculture qui va prendre la plus grande part. L'agriculture, on en a des barrages. 70% de nos eaux sont aujourd'hui destinées à l'agriculture. L'agriculture, surtout, il y a des forages agricoles. Actuellement, on en a plus de 26 000 forages, bien sûr, entre l'AEP et l'irrigation. Donc, comme l'a déjà avancé Mme Lahtihat, il faut juste une rationalisation et une économie de cette denrée. Et puis il y a même un programme pour les zones frontalières. Aujourd'hui, pour les forages, on a repris également des forages à ce niveau-là. C'est-à-dire les forages... Il y a un programme aussi pour les zones frontalières pour améliorer aujourd'hui pour l'irrigation. Il y a des forages, il y a aussi des transferts à partir de l'Albien. Il y a 4 transferts qui sont en étude. Les eaux souterraines. Oui. Transfert du sud vers le nord, il y a 5 plutôt transferts. 3 ils sont en étude avant projet détaillé. Oui. Alors, on a tendance à croire que le dessalement d'eau de mer, c'est uniquement pour approvisionner les wilayas côtières, mais cela peut aller plus loin et toucher d'autres régions. Est-ce que le transfert peut aller plus loin Oui, ça a été prévu dans le programme de dessalement d'eau de mer d'aller vers 150 km à l'intérieur du pays. Oui. Donc on va produire au niveau du littoral algérien, mais cette capacité va être transférée à 150 km à l'intérieur du pays dans une deuxième étape de ce programme. Oui. Monsieur Lahla, vous vouliez intervenir tout à l'heure. Juste, madame, répondre à votre question, c'est qu'aujourd'hui, il y a, si j'allais dire, il y a un constat qu'il faudra faire. L'Algérie est un pays pauvre en eau. Il faut le dire. Il faut le dire. Pourquoi? Parce que on peut garantir 500 mètres cubes par habitant par an. C'est très au-dessus du seuil minimum fixé par la Banque mondiale. 1000 mètres cubes et nous sommes à 300 mètres cubes à peu près. Donc l'Algérie est un pays pauvre en eau. C'est une réalité qu'il faut regarder en face et qu'il faudra faire en sorte d'atténuer un peu le problème. Et la sécurité hydrique, on parle de dessalement. On est situé dans un climat aride et semi-aride, donc caractérisé par une irrégularité spatio-temporelle des précipitations. Donc la pluviométrie n'est pas répartie équitablement aussi bien en temps et en espace. Et ça a été aggravé par les changements climatiques. Oui. Donc les changements climatiques ont réduit nos potentialités en eau de surface. Et donc l'augmentation de la population. Absolument. Et avec la croissance démographique. Oui. Donc les efforts de recourir à d'autres ressources telles que le dessalement de l'eau de mer et faire un effort dans la réutilisation doit être aussi accompagné par une prise de conscience réelle de la société civile et des citoyens algériens. De l'information, de la communication. Sur la formation, sur la communication et considérer l'eau aujourd'hui comme étant un bien économique. C'est un bien qui coûte de l'argent. Oui, rapidement s'il vous plaît, puisqu'on arrive presque au terme. Ce que je voulais rajouter par rapport à la vision actuelle par le dessalement. Avant, c'était le dessalement au niveau de certaines villes. Maintenant, comme il a dit M. Zamiche, on passe à 150 km pour arriver au plateau, c'est-à-dire, et même dessalement... je dirais le dessalement des eaux saumâtres. Même le sud, il n'est pas épargné. Donc, on a le développement agricole qui va se faire au niveau du sud. Et on va utiliser énormément de stations de déminéralisation, que ce soit pour l'eau potable, pour améliorer la qualité, et même pour l'irrigation. Oui, Madame Houchard, vous vouliez intervenir. Toujours dans cette stratégie, pour le dessalement, on peut atteindre indirectement les autres régions
par la réaffectation des barrages à l'agriculture. Donc, on préserve les eaux superficielles pour l'agriculture. Donc, forcément, il y aura un apport supplémentaire. Oui. Vous savez, il y a 52 barrages mixtes entre l'AEP et l'irrigation. Ils se trouvent pratiquement tous dans la frange nord de l'Algérie. Soit on arrive à satisfaire toute cette région avec le dessalement, bien sûr avec les forages aussi. Il faut pas, les forages qu'on avait réalisés, on ne va pas les abandonner. Donc toute cette eau sera réaffectée à l'irrigation. Alors il faut savoir aussi que la tarification que nous payons aujourd'hui n'est pas réelle, n'est pas représentative du coût, du coût qui sort de nos usines, surtout pour le dessalement qui coûte excessivement cher. On a presque 150 à 160 dinars. L'eau qui arrive au robinet, nous ne payons que 8 dinars. Donc il y a une subvention de l'État derrière. Et on comprend par là l'effort fourni encore une fois par l'État pour pouvoir offrir la disponibilité de l'eau à tous ses concitoyens. Oui, pour le dessalement d'eau de mer, la tarification, donc une moyenne, on va dire, elle est comprise entre 0,85 et 0,95 $ par mètre cube d'eau produite. Donc cette tarification, bien sûr, si on va appliquer cette tarification aux citoyens algériens telle qu'elle est, donc il ne pourra pas supporter ces montants. La subvention de l'État est venue pour alléger un petit peu l'impact de cette tarification et rendre aux citoyens algériens, c'est-à-dire le paiement de 6 dinars par mètre cube au lieu de 150 à 160 dinars, c'est-à-dire par mètre cube. Ça, c'est la subvention de l'État. Oui. On ne peut pas, c'est-à-dire les recherches même scientifiques par rapport au sujet du dessalement d'eau de mer sont toujours en évolution. Le dessalement d'eau de mer initialement, c'est-à-dire le tarif d'un mètre cube produit d'eau potable était à 10 $ initialement en 1980 et on est à 0,85 et 0,95. Donc il y a c'est-à-dire une baisse significative de ce tarif avec l'évolution de la technologie et la maîtrise de cette technologie. Oui. Avec la nouvelle stratégie de AEC dans ce domaine de dessalement d'eau de mer et la diminution. Voilà, dans ce domaine de dessalement d'eau de mer, dans la diminution des transferts de devises par la fabrication in-house de tout ce qui est équipement, tout ce qui est pièces de rechange ici en Algérie, ça va réduire de plus en plus ce tarif et rendre cette tarification, c'est-à-dire très simple et très facile à assumer par le citoyen algérien. Voilà. Oui. Alors il y a aussi des efforts à fournir au niveau des pertes aujourd'hui de l'eau potable, de nos eaux. Il y a une perte de 40%. Il faudrait aujourd'hui pouvoir réduire ce chiffre, Monsieur Mortar. Oui, effectivement. Quelles sont les projections à l'avenir dans ce domaine? Effectivement, maintenant on peut dire que l'Algérie a fait beaucoup d'efforts en matière de mobilisation. Donc on peut dire que la bataille de la mobilisation, l'Algérie elle est gagnée. Maintenant, tous les efforts doivent être consentis pour l'utilisation rationnelle de cette eau qui nous revient très cher. Oui. Donc c'est pourquoi l'Algérien des eaux a tracé un programme assez important pour la lutte contre la déperdition, soit physique par la réparation des fuites, ou bien par lutte contre soit le gaspillage, soit les branchements illicites et les vols, et les perditions, les réparations des fuites. Donc c'est pourquoi tous les efforts doivent être consentis pour rationaliser et lutter contre la déperdition, pour que ces 40% qui sont de perte à partir de la mobilisation, ils seront récupérés et d'une part
c'est-à-dire préserver cette ressource. Très bien, Madame Lahlah, pardon. Sur la même question de la tarification de l'eau. Donc la tarification de l'eau administrée, il faut dire qu'elle ne reflète pas le coût de production réel. Je peux vous donner un coût... selon les études, au pied des barrages, déjà pour mobiliser de l'eau, c'est autour de 8 dinars. Oui. Vous voyez. Donc si on fait un transfert, on a quelques transferts qu'on peut arriver jusqu'à, juste pour le transfert, 170 dinars. Donc au niveau de la station de traitement, de dessalement, donc comme vient de dire M. Zamiche, ça peut varier jusqu'à 130 dinars. Donc si on fait le calcul, le tarif, le coût réel, le coût réel de production de l'eau, ça dépend dans quelle région, sur quel système et quelles sont les ressources types de ressources mobilisées. Donc normalement, le tarif de l'eau, il doit être administré par rapport à chaque région, selon les ressources mobilisées conventionnelles et non conventionnelles, et selon la distance de distribution, de distribution de cette eau et arrivée au robinet. Donc, ces infrastructures qui sont réalisées, ils fonctionnent avec de l'énergie. Donc, le 6 dinars 30 là, le mètre cube d'eau, il ne reflète même pas il ne couvre même pas la facture de Sonalgaz en énergie, et il ne couvre même pas les travaux d'entretien et de maintenance de tout ce qui est infrastructure et réseau pour éviter ces fuites. Oui. On a aussi les eaux souterraines, on n'en a pas parlé, on l'avait un petit peu brièvement survolé sur la nappe albienne. On sait qu'il y a une source importante de 50 milliards de mètres cubes. Aujourd'hui, il y a une solidarité peut-être régionale entre la Tunisie et la Libye pour son utilisation. Aujourd'hui, on tend à rationaliser cette eau parce qu'elle n'est pas renouvelable. Mais aujourd'hui, quelle est son utilisation à notre niveau? Effectivement, l'albien n'est pas renouvelable. Aujourd'hui, on compte les études, c'est-à-dire d'après les études, on a 10 milliards potentiels qui peuvent être exploités. Ces eaux sont utilisées au sud, principalement, bien sûr, le transfert à Insalah, Tamana, c'est un transfert pour l'alimentation en eau potable. Aussi, elles sont beaucoup utilisées pour l'agriculture. Et il y a la solidarité interrégion. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a des études sur des transferts à partir du sud de la DAP albienne jusqu'au plateau. Il y a deux à l'est, de Rabdaya ils vont jusqu'à de Beskra, Sila et Betna. De Rabdaya toujours jusqu'à Tiaret, un autre de Djelfa jusqu'à Tiaret, et on a un autre à l'extrême ouest de la région de Béchar jusqu'à Saïda. Alors aujourd'hui, on comprend à travers cette émission combien l'eau est rare et précieuse chez nous, et que tout est bon à prendre pour pouvoir la collecter. Pourquoi n'allons-nous pas vers la collecte des eaux pluviales en ville ? Est-ce que c'est en projection? Est-ce qu'on projette de le faire? Et même dans les cités, à travers des baches à eau, il y a moyen aussi d'interagir ou d'agir à ce niveau. Oui, ça fait partie de les perspectives futures entre 2025 et 2030, et ça rentre dans le cadre de l'économie de l'eau. On parle des économies. Donc plusieurs au niveau de l'économie par rapport à l'éradication des fuites et des pertes d'eau, l'économie par la préservation de la ressource souterraine et superficielle. Donc c'est la vision maintenant, utilisation des ressources superficielles à partir de l'eau dessalée et l'eau usée épurée qui est non conventionnelle, et essayer de préserver les eaux souterraines pour les générations futures, et aussi la collecte des eaux pluviales. Il faut aussi mettre aussi les infrastructures de base. Donc nous avons hérité des anciennes villes, des anciens collecteurs qui sont unitaires, qui collectent les eaux usées urbaines et épurées, et là c'est une action participative de tous les secteurs, parce que pas uniquement le secteur de l'eau, parce que l'habitat, quand il fait une construction, il doit y avoir aussi des aménagements. Des actions multisectorielles. Exactement, c'est des actions multisectorielles. Donc c'est une perspective que nous avons préparée, on a finalisé, c'est les économies de l'eau, et faire participer tous les secteurs, même le secteur industriel par le recyclage, le secteur de l'énergie aussi, parce que même si on parle de la transition énergétique, ça consomme de l'eau. Donc tous les secteurs de
doivent être sensibilisés pour le choix dans leur stratégie, dans leur propre mission de développement. Voilà, rationalisation de l'utilisation de l'eau comme rationalisation de l'utilisation énergétique. Absolument. On va faire un tour de table pour clore cette émission. Aujourd'hui, il y a 200 stations d'épuration. Il y en a une cinquantaine encore en projet. Monsieur Lahlah, parlez-nous aujourd'hui de ce qui nous attend. Oui, il y a à l'avenir. C'est-à-dire en plus de parcs existants actuellement, il y a un nombre aussi important de stations d'épuration en cours de réalisation, ce qui fait que notre potentiel en eau upérée va augmenter et les opportunités de réutilisation donc vont augmenter. Maintenant, il faut mettre en place cette synergie, cette coordination intersectorielle, parce que nous, en tant que secteur des ressources en eau, on fournit de l'eau upérée, mais maintenant aux utilisateurs, aux industriels, aux agriculteurs, on doit se mettre autour d'une table pour un petit peu mettre en place un cadre qui va organiser tout ça. Je voudrais juste ajouter autre chose. Si on parlait de réalisation, aujourd'hui nous disposons d'outils de planification en Algérie. On a par exemple le plan national de l'eau, qui définit donc les potentialités et les besoins à l'horizon 2030. Et nous avons le schéma national de développement de l'assainissement. Nous avons aussi la stratégie nationale de lutte contre les inondations, parce que l'eau présente un risque de rareté, mais aussi un risque d'abondance. Les changements climatiques et c'est ça aussi, les effets des changements climatiques. C'est l'apparition de ce qu'on appelle les phénomènes extrêmes. Donc on voit des épisodes récurrents de sécheresse. Si vous vous souvenez bien, en Algérie, on a vécu presque 11 à 12 mois sans anguilles de pluie. Et puis il y a eu des inondations avec des événements brutaux et soudains qui ont provoqué des inondations. Et donc tous ces outils de planification ont intégré donc cette nouvelle donne qui est les changements climatiques et qui est les sécheresses. Et je termine par dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites et il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Voilà, merci beaucoup. Pour le dessalement d'eau de mer, on veut atteindre les 60% d'utilisation pour la ressource en eau potable d'ici 2030. Il y a 5 wilayas pilotes, on va le rappeler, pour les 5 stations de dessalement qui ont été retenues dans le plan d'urgence. Voilà, par rapport au programme des 5 stations de dessalement, il s'agit de la wilaya de Taraf, la wilaya de Bjaya, Boumerdes, Tipaza et Oran. Par rapport à la concrétisation de ce programme, il est à noter que nous avons déjà procédé à la clôture, au démarrage des travaux de clôture des sites de Taraf, de Béjaïa et de Boumerdes. Et nous avons déjà lancé l'ouverture des chantiers dans ces 3 sites. Qui nécessite une enveloppe financière de combien L'investissement est de combien aujourd'hui pour le dessalement d'eau de mer? Approximativement dans les 350 millions jusqu'à 400 millions de dollars par station. Voilà. Oui. Je termine le tour de table, Madame Lahtihad, et je terminerai avec vous. Donc 80 barrages, 5 en cours de réalisation et d'autres sites retenus pour de futurs barrages, Madame Mouchard. Actuellement 80 barrages pour 8 milliards 600 de capacité. On arrivera à 2024 à 9 milliards avec la mise en service des 5 barrages en construction. À terme, 2030, on arrivera à 95 barrages avec une capacité de 9 milliards 500. Toujours pour rejoindre ce qu'il a dit tout à l'heure, M. Lahlah, à la lutte contre les inondations. Il ne faut pas oublier aussi, l'Algérie a construit des barrages de protection contre les inondations. Actuellement, on compte quand même 5 grands barrages, un à Sidi Blabès, 3 à Gardaya et un en construction dans la wilaya de Annaba. Merci, Monsieur Mortar. Amélioration de la gestion de l'eau, de la qualité de l'eau, de la distribution de l'eau aujourd'hui. Quels sont aujourd'hui les prochains défis à relever et qui s'inscrivent dans la stratégie d'ici 2030? Bien sûr, effectivement, nous, comme j'ai déjà expliqué, donc, c'est-à-dire la mobilisation, plus ou moins, nous sommes, c'est-à-dire on a fait des pas gigantesques en matière de mobilisation. Donc, le challenge maintenant, c'est au niveau de la distribution. Donc, on doit préserver cette ressource, donc lutter au maximum contre les déperditions, soit comme je l'ai dit, soit physique ou bien commercial, contre les branchements illicites. Je peux citer un chiffre, l'ADE répare chaque année plus de 300 000 fuites, donc c'est un effort qui nécessite des moyens financiers et humains.
Donc on doit préserver cette ressource. Et il y a aussi les raccordements illicites. Bien sûr, oui. À travers ce plateau, donc je lance pour nos chers clients et nos abonnés, donc de préserver cette ressource et de l'utiliser de façon rationnelle et de ne pas gaspiller parce que c'est une donnée qui est rare et elle nous revient très cher. Il faudrait peut-être faire des campagnes de sensibilisation et de communication à ce niveau-là. Madame Lahtihat, ce sera le dernier mot pour clore cette émission. Je vous remercie juste pour compléter les perspectives futures pour arriver à 60% de sécurité en dessalement. Pas uniquement les stations de dessalement, donc il va y avoir des aménagements aval, des raccordements. Je vous cite les 11 stations de dessalement qui ont été réalisées. Donc, il y a eu la réalisation de 1100 km de raccordement avec les réservoirs et stations de pompage. Pour les futurs, on va pour les 5 stations, première phase, pour atteindre les 42%. Il y aura aussi des aménagements qui vont coûter l'équivalent de 96 milliards de dinars. Il y aura aussi 6 autres stations au niveau pour l'ouest à Tlemcen pour arriver à toucher Saïda et notre wilaya de Sidi Bel Abbas. Il y aura une autre station à Mostaganem côté est pour aussi toucher d'autres wilayas à l'intérieur. Ashlef, une autre pour d'autres wilayas des hauts plateaux. Donc c'est une sécurisation de l'eau pour les wilayas côtières et un renforcement des systèmes existants hydrauliques via le transfert des eaux superficielles et souterraines par le dessalement qui vient du nord. On améliorera la distribution de l'eau et de l'alimentation en eau potable de la population à hauteur de combien d'ici 2030? Quelles sont nos prévisions? Donc chaque wilaya, donc pour la wilaya, je vous cite le cas, par exemple, nous sommes à Lorani, on arrivera, si on réalise Cap Blanc, y compris les stations existantes, on arrivera à 97% Oran qui va être alimenté à partir de dessalement et via le système de Tafna, donc on va alimenter les autres wilayas de Relizane et de Mascara qui vont arriver entre 50 à 55%. Ain Timouchent qui est actuellement une station de dessalement Benissaf située à Ain Timouchent et qui alimente actuellement aussi Oran Ouest à 50%. Donc on va réaffecter cette ressource, elle sera alimentée à 100% de dessalement. Pour le centre l'Algérois, donc Alger, elle sera alimentée à 70% à 72% de dessalement. Blida qui est situé au plateau 55%. Il y aura aussi Tizi Ouzou. Du côté de Béjaïa, on arrivera jusqu'à Sétif et autres wilayas comme Bouira et autres. Donc à Skikda, pas à Skikda mais plutôt à Tarf. Donc c'est Annaba. Annaba aussi c'est le même schéma qui existe au niveau de l'Algérois et de l'Orani. Oui. Elle est alimentée à partir des barrages qui sont situés à Tarf. Donc elle va être alimentée pratiquement à 80% de l'eau dessalée, réaffecter les ressources pour de Tarf pour l'irrigation. Les zones frontalières et les zones enclavées. Voilà, pour les eaux frontalières. Donc il y aura d'autres stations de déminéralisation parce que c'est une eau à caractère saumâtre, albienne. Et même dans le cadre du transfert de l'albien du sud vers les hauts plateaux, il y aura des stations de déminéralisation qui ont le même process que le dessalement. Et on s'attend que c'est des efforts qui vont être, d'autres efforts colossaux qui vont être et d'autres financements, des investissements aussi importants. Très lourds derrière. Merci à vous, messieurs, dames, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que nous l'avons réalisée aujourd'hui, cette émission, dans le cadre des 60 ans de l'indépendance de l'Algérie. Nous sommes revenus un peu sur le parcours des principales réalisations opérées par l'Algérie durant ces 60 dernières années. Et nous sommes, je le rappelle, donc au niveau d'Erzeu, à Oran, au niveau de la station de dessalement d'eau de mer, la première qui a été lancée et mise en service en 2006. Je remercie le ministère des Ressources en eau et de la sécurité hydrique de nous avoir facilité aujourd'hui toute la réalisation de cette émission. Je remercie également l'AEC de nous avoir si bien accueillis, donc l'Algérienne Énergie Compagnie, merci. Je remercie toute l'équipe technique qui se sont déplacées aujourd'hui d'Oran et d'Alger pour réaliser cette émission. Merci à vous tous, merci de nous avoir suivis. Je remercie également la directrice
de la sous-directrice chargée de l'information à Canal Algérie, Nawal Abada, Ahmed Benabi, Mohamed Boulis, Amina Boukhalfa. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir.